Une femme mariée n'avait pas le plus petit amour pour son mari. Elle avait horreur de dormir avec lui et l'évitait chaque fois qu'elle pouvait. Elle passait son temps à lorgner les jeunes du village. Elle était avenante. Elle marchait aussi légère qu'une biche. Elle avait l'air de danser tout le temps et elle ne manquait pas de prétendants. Un jour, partie dans la forêt cueillir des fruits, elle a rencontré par hasard un des guerriers les plus valeureux du village. À peine ils ont échangé quelques mots, que déjà il roulait sur le sol jonché de feuilles pour s'ébaudir avec ardeur. Dorénavant, la nuit, elle brûlait de désir. Elle rêvait de se retrouver dans les bras de son héros, à lui caresser le dos, la poitrine, les jambes, à frotter leur peau, à s'agripper l'un à l'autre. Au crépuscule, quand tout le monde avait l'habitude d'aller chercher du bois ou de se baigner, ils s'arrangeaient pour se retrouver dans un fourré pas très loin. Mais il y avait toujours quelqu'un pour épier leurs ébats, surtout les petits garnements du village. Et elle devait prendre soin de ne pas revenir au carré avec de la terre et des brindilles collées sur le dos. Ah, ce qu'elle aurait aimé par-dessus tout, recevoir son galant dans son hamac, en silence, sans alarme, sans être vue, sans être piquée par des fourmis ou d'autres bestioles. Pour mieux échapper aux assauts de son mari, elle accrochait son hamac dans un recoin du carbet à l'écart des autres et dormait pelletonnée contre la cloison de paille. Une nuit, à moitié endormie, elle a senti des mains qui la caressaient, très légères. D'abord le visage, des doigts qui dessinaient tendrement ses yeux, son nez, sa bouche, ses joues et son cou. Les mains ont glissé lentement jusqu'à ses seins, se sont attardées sur les tétons. Elle s'est rappelé les gestes de son amant lors de leurs escapades dans la forêt et elle est restée prête. Elle avait peur que quelqu'un vienne les interrompre. Les mains ont continué de glisser, se sont posées partout pour finir par papillonner sur sa motte. Les doigts mystérieux qui avaient transpercé la cloison de paille patinaient, pinçaient, étiraient sa languette. Ils osaient se fourrer dans son nid. Elle tremblait, des soleils de plaisir brillaient dans toute sa chair. Elle essayait de toucher le corps de l'amant invisible. Elle voulait à son tour lui faire cadeau de cette magie nocturne, mais elle ne pouvait caresser que les bras, doux comme la pulpe du paris.
Elle voulait crever la cloison du Carbet pour rejoindre son guerrier de l'autre côté, mais elle avait peur de faire du bruit en froissant la paille. Chaque nuit, palpitante, impatiente, elle attendait le retour de ses bras, de ses doigts qui la mettaient en joie. Elle n'allait plus au forêt de la forêt retrouver son guerrier et lui, pendant la journée. C'était tout juste s'il lui disait quelques mots, c'était comme s'il ne se connaissait que de loin, mais la nuit, ah, comme il savait se servir de ses mains. Elle faisait oublier que l'homme ne pouvait pas s'approcher d'elle à cause de la cloison de paille. Les mains avaient l'art de parcourir tout son corps, mais semblaient avoir une préférence pour sa languette, qu'elle titillait, tirait, étirait, des caresses qui lui mettaient le feu partout. Jour après jour, la possédée s'est rendue compte que sa languette s'allongeait. Elle se sentait comblée de plaisir, mais voir pointer ce petit bourgeon jusque-là invisible, même quand elle se promenait nue dans le village, a commencé à la tracasser. Au bout d'une semaine, la languette avait déjà la taille d'un ardillon d'homme quand il prouve son amour. Morte de honte, elle évitait le regard des autres, ne se montrait plus nulle part. Sa mère a trouvé ça bizarre. Pourquoi tu te caches tout le temps? Pourquoi tu ne viens plus avec nous à la plantation? Pourquoi tu ne t'assieds plus à côté de ton mari? Voyant qu'elle ne pouvait blouser personne, elle a tout avoué à sa mère. Elle lui a même parlé de son enjôleur de la forêt. « Oh ma fille, comme tu es naïve! Ce n'est pas un homme, c'est un chopocode, un esprit, un mauvais génie qui abuse de toi en se cachant derrière une cloison de paille, et toi, Nigaude. Tu t'imagines que c'est un de nos guerriers. Si c'était un homme en chair et en os, il t'inviterait à le rejoindre loin loin du Carbet, loin loin des regards, au bord de la rivière pour te culbuter. Mère, il vient toutes les nuits. C'est un homme pour de vrai. Ah, tu ne sais pas comme il me câline ou la joie qu'il me donne. Et la pauvre de pleurer, pleurer, pleurer avec sa languette qui déjà ratissait le sol. Apitoyée, la mère a convoqué toute la parentèle pour en finir avec le chopocode. Le mari délaissé était celui qui poussait le plus à la vengeance. Ce soir, nous lui arracherons les bras à cet animal répugnant. Les hommes ont passé la journée à affûter leurs flèches de bambou. Ils ont attendu la nuit, en silence, en surveillant la femme qui pleurait de honte dans son hamac, n'en pouvant plus de voir sa languette s'allonger. Il faisait déjà nuit noire, quand en catimini, le chopocode a sifflé pour attirer son attention. Il a passé un bras à travers la faille, a tout de suite trouvé l'organe si sensible, déjà de belle taille, et tchac! Elle a empoigné le bras baladeur et a crié. Les hommes ont allumé une torche de résine de Châteaubé, ont foncé sur le hamac et zaf, ont coupé le bras à grand fracas. Le chopocode s'est enfui dans la forêt et tout le Carbet a fait cercle autour de ce membre bizarre, couvert de bracelets, de fibres de palmier, de plumes, de dents et d'autres parures. Fatigués de regarder, ils ont jeté le bras amant dans une marmite de terre pour le mijoter. Mais
Ils ont eu beau faire bouillir le bras à feu vif, pas moyen de le réduire, pas moyen de l'attendrir. C'était comme si le Chopocode n'avait pas d'os, la chair restait compacte. Plus terrible encore, l'aube aurait dû venir, mais la nuit était toujours aussi noire. Pas un ray de lumière, la nuit s'étirait comme la languette de la femme. Pas question de laisser s'éteindre le feu, c'est dans le noir, sans lumière, que les chocopodes viennent manger les hommes, et il y avait sûrement des bandes de chocopodes aux aguets, fous de rage, décidés à venger leurs congénères. Et tout le Carbet devait courir chercher du bois pour entretenir le feu. Le bois a fini, l'obscurité était toujours la même, et l'aube qui ne venait pas. Une nuit qui durait déjà depuis 3 jours. Il a fallu arracher des plants de maïs et de manioc pour rallumer le feu. Tout le monde tremblait, avait peur des chocopodes et des faucons lugubres qui hantaient la nuit. Et il fallait continuer de faire bouillir le bras, sinon le chopocode pourrait venir croquer tout le village. Jeter le bras de ce fantôme a ordonné le classique. Pourquoi mijoter ce bestiau bizarre? Notre maïs va finir, nous n'avons plus rien à brûler. Le coupé-pourron, le lapin, est arrivé avec ses congénères. Ah, c'était un bon chanteur, comme nous naguère. Tout le monde leur a demandé d'entrer dans le Carbet pour chanter avec eux. Dans le noir, des ombres s'agitaient. Des chocopodes de plus en plus nombreux avaient envahi la clairière, prêts à exterminer tout le monde et à faire ripaille. Les coupes-pourreaux, les lapins ont décidé d'aider les hommes. Ils se sont levés et sont allés chanter pour détourner l'attention des chocopodes. Jetez ce bras. Nous non plus, nous ne voulons pas que les chopocodes nous mangent. Ils se sont mis à plusieurs pour retirer du feu la marmite et verser son contenu dans un mortier en pierre. Ils ont essayé de piler le bras, mais tintin. C'était comme la chair de ce coquillage, le cerlambi. Pas moyen de le broyer et pas moyen non plus de casser les bracelets des chopocodes. Ils ont fini par renoncer et ont jeté le bras sur la place du village. Son propriétaire, le chopocode enjôleur, est accouru et a recollé le bras à son propre corps. Puis, vite, vite, il a cherché un igarapé parce que son bras était brûlant, il s'est jeté à l'eau. Voilà pourquoi on dit que l'eau de cet igarapé est chaude. C'est à cause du bras qui continuait de bouillir. Le chopocode a nagé dans toutes les rivières et igarapé qu'il trouvait pour refroidir son membre. C'est seulement à la fin, près de la cascade de Paolo Sagagna, que le bras s'est refroidi. Voilà pourquoi l'eau de cet autre igarapé est froide. Et aussitôt la nuit qui n'en finissait pas s'est achevée, le jour s'est levé et la paix est revenue dans le village. Des jours et des jours de lumière avaient été perdus. C'était déjà la fin du tantôt, la nuit allait tomber. Ils ont coupé la languette de la femme et l'ont jetée dans la rivière. Elle s'est changée en poraquet, le poisson électrique. La hotte, pour la transporter, s'est changée en crabe. Le mari trompé n'a plus voulu revoir sa femme. Elle lui faisait peur. Le bel amoureux, on ne sait pas s'il l'a revu, c'est un secret, mais le chopocode n'est jamais revenu.